grazie mille et bonjour à toutes et à tous. Je vais donc parler en français, dans un français que j'espère clair et distinct, si bien que vous puissiez le comprendre sans trop de problèmes. Je veux d'abord remercier très sincèrement Pablo Bernini pour son invitation, ainsi que toute la Fondation Eranos. C'est un grand plaisir d'être ici. Et il est vrai que nous travaillons sur des thèmes qui sont très proches, avec parfois des lectures ou des notes de bas de page assez en sympathie. C'est donc un double plaisir de partager ce qui tient à la fois de l'air du temps et puis peut-être au-delà des personnes, d'une amitié intellectuelle dont je me réjouis beaucoup. Je parlerai avec trois grandes parties. Une première partie sur nos vies dans le système. Une deuxième partie où j'essaierai de travailler la question des liens à partir de la notion de progrès subtil. Le mot subtil, c'est subtella, sottile, subtella en latin, ce qui est en dessous de la toile, et ce sont les trames qui est en dessous d'une toile, les trames fondamentales, ce qui nous relie finalement. Et dans une troisième partie, j'essaierai de passer d'une perspective plus individuelle à une perspective plus commune, passer du soi au nous, avec une réflexion sur le concept de qualité. Et je partage avec le professeur d'Andrea ce biais très moderne qui est finalement de partir de l'individu pour parler de la collectivité, pour parler du commun. On va dans ce sens-là. Un jour peut-être, on ira dans l'autre sens, mais c'est notre part moderne. L'expérience du confinement a été l'expérience d'une vie dans des bulles. Et décrire ces bulles me semble être une bonne façon de parler de nos vies dans le système de manière non idéologique ou de manière peu idéologique. Vous savez que l'opposition au système a été un des mantras rhétoriques de toute une série de populismes. L'anti-système, on l'a vu chez Trump, on l'a vu dans tant de discours politiques. Mais ici, il me semble intéressant de parler du système de manière d'abord matérialiste, en cherchant trois réalités matérielles qui permettent de définir ce système. Et il faudra interroger les valeurs que ces réalités matérielles traduisent. J'en choisis trois, donc, qui sont la vitre, le verre plat. La vitre, premièrement. Deuxièmement, la chaise. Et troisièmement, l'écran. Souvent, vous le concéderez, travailler dans le système, c'est être assis devant un écran d'ordinateur du côté de la vitre où règne une régulation atmosphérique. Réfléchissons un peu, de manière presque phénoménologique, à ce que sont ces réalités. En commençant par la vitre, qui est une merveille de technologie.
qui reprend le rôle d'une série de matériaux protecteurs, en laissant cependant passer le regard, faisant donc en sorte que nous avons un accès par le regard au dehors, à ce qu'il faut bien appeler la nature, surtout ici, mais en restant protégé, en restant dans un milieu qui est un milieu d'intériorité. La vitre est une réalité protectrice, elle régule notamment les températures, elle permet de nous soustraire à cette nature dont nous voulons toujours nous rapprocher sans vouloir y vivre véritablement, ou sans pouvoir y vivre véritablement. Elle nous protège donc et en même temps, elle ferme, elle nous enferme, pourrait-on dire. En tout cas, vous savez, les architectures contemporaines où la vitre est une réalité que l'on ne peut plus ouvrir. Gratte-ciel, c'est bien cela. On n'ouvre pas la fenêtre. Je pense qu'il est intéressant de montrer que dans l'espace du dedans et dans l'espace du dehors, notre rapport au réel est très différent. Dans l'espace du dedans, notre rapport au réel est un rapport fonctionnel, un rapport utilitaire, d'utilisation, un rapport de consommation. On contemple peu à l'intérieur du système. On consomme. C'est à l'extérieur que l'on contemple. Parfois, la rencontre d'une œuvre d'art nous arrête. L'œuvre d'art est ce qui nous dit « tu ne me consommeras pas, tu ne feras jamais le tour, je suis toujours plus puissante que toi. Tu peux écouter 10 fois la symphonie, tu n'auras pas consommé. On ne peut pas avoir un rapport utilitariste, un rapport de contemplation. Mais enfin, ce rapport de contemplation, c'est surtout un rapport qui est en dehors du système. Une deuxième réalité matérielle, je vous le disais, c'est la réalité trop peu remarquée, fondamentale pourtant dans nos sociétés, de la chaise. De la chaise ou du siège. Rimbaud disait « Et les sièges leur ont des bontés » dans un très beau poème qui s'appelle « Les Assis ». Il faut dire que, ici encore, c'est une valeur qui est traduite par la chaise. C'est la valeur d'avoir une place dans le système. Pouvoir s'asseoir, c'est finalement être bienvenu, c'est trouver un lieu, c'est trouver à s'inscrire, avec évidemment toute une hiérarchie que les spécialistes du design marquent parfois dans le siège lui-même. Si on vous a assigné une chaise en plastique dans une entreprise, vous seriez peut-être téméraire d'aller vous asseoir sur la chaise en cuir d'un supérieur hiérarchique. Il y a tout un ballet très codifié, des places et donc des rôles. On a en effet parlé plutôt que de lutte des classes, de lutte des places dans un jeu de mots interne à l'entreprise, interne au monde du travail, mais qui en dit tout de même assez long sur cette réalité primordiale qui traduit à nouveau une valeur positive du système, car enfin, prévoir des places, prévoir des sièges, c'est permettre à chacun d'occuper un rôle, de jouer un rôle. Mais à nouveau,
on ne peut pas en rester uniquement là, parce que l'on doit également dire que ces places, ces rôles sont sous tension. Il y a, je le disais, une lutte pour les occuper. Et puis, plus fondamentalement, on voit que certains les occupent, mais d'autres ne peuvent plus les occuper. C'était une chose marquante dans l'épisode du confinement, je trouve, de voir qu'il y a eu une sorte de fracture dans l'humanité européenne, occidentale. Je prends tout à fait ce que le professeur D'Andrea disait tout à l'heure. Il n'y a pas de prétention universaliste dans mon propos. On parle de manière située. Mais enfin, dans notre Europe, on a tout de même vu cette fracture entre les humains du logiciel et les humains de la logistique. Les humains du logiciel devant l'ordinateur, qui travaillent avec des signes, qui communiquent avec des boutons et qui pensent que leurs boutons créent des ordres suivis des faits. Et à côté de cela, de manière parfois invisible et de manière souvent externalisée hors d'Europe, toute une logistique qui est tenue par des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir, des personnes debout, des personnes qui travaillent manuellement, des personnes qui façonnent le monde, qui vont chercher les minerais rares, qui mettent dans des paquets. Et cette nouvelle fracture, qui est une réminiscence finalement de la fracture entre l'esprit et le corps, montre un des problèmes de notre système, qui est finalement de réserver ces places assises à toute une série de personnes avec un discours parfois très dévalorisant pour des métiers qui sont des métiers de la main. Peut-être moins en Suisse, on en parlait avec le professeur Merlini, peut-être moins en Allemagne, mais dans le monde français, il reste un primat du travail intellectuel qui, à bien des égards, est surévalué et injustifié. La vitre, donc, la chaise, et puis, troisièmement, l'écran, réalité matérielle, qui dit ce qu'est l'existence du système, et qui, une fois de plus, traduit d'abord et avant tout une valeur qui est une valeur positive. C'est la valeur de rendre présent ce qui est absent. L'écran et la photographie au début, et puis le cinéma surtout, l'a bien montré. C'est ce qui permet de voir là où on n'est pas, ce qui permet de témoigner de ce que l'on ne peut avoir sous les yeux. Donc, qui crée une certaine démocratisation du regard, pour le dire ainsi. En tout cas, un univers plus commun. Il y a dans l'écran une valeur de transparence, un désir de rendre visible, qui est extrêmement positif. Mais là encore, on ne peut pas en rester simplement à cette valeur positive. Maintenant que les écrans sont tellement nombreux, il y a plus d'écrans sur la planète que d'humains. Vous savez, plus de 10 milliards d'écrans sur cette planète, évidemment. Écrans qui créent une capture du regard, qui fonctionne comme une bulle dans la bulle, une bulle d'information, et qui sont également, et cela on l'oublie trop souvent, et on va rejoindre un thème qui a déjà été abordé ce matin,
qui sont d'abord et avant tout des machines à dire le temps. L'écran a peut-être, avant toute chose, comme fonction de nous synchroniser en permanence. Jamais aucune civilisation n'a eu de façon aussi fréquente, sous la main et sous les yeux, un dispositif qui rappelle l'heure en permanence. Et dès que nous retournons à l'écran, c'est comme si nous nous resynchronisions les uns aux autres. La guerre dans un village, c'était la cloche qui, une fois par heure, ou bien une fois tous les quarts d'heure, synchronisait les consciences les unes aux autres. Maintenant, c'est en permanence, dans un temps que j'appelle l'hypertemps. Merlini parle de hyper-présent. C'est la même idée, je pense. L'idée d'immédiateté, l'idée d'urgence, l'idée aussi de temps à rebours. Le temps à rebours, c'est un temps machinique, mais qui est devenu de plus en plus notre temps. C'est le temps du GPS qui nous dit « il vous reste 8 heures pour arriver à Ascona » ou bien « il vous reste 20 minutes pour télécharger ce fichier » ou bien « il vous reste 6 minutes de réunion Zoom ». C'est le temps qui reste. Vous comprenez bien qu'en termes métaphysiques, c'est le temps ennemi de l'humain par excellence. Nul d'entre nous ne veut savoir le temps qui reste. Pourtant, nos machines, d'abord et avant tout, fonctionnent en annonçant le temps qu'il reste, parce que le sentiment de la durée, éprouver la durée, n'existe pas pour une machine. Ce que la machine peut faire, et c'est sa temporalité à elle, c'est calculer le nombre de millisecondes qu'il lui faudra pour venir à bout de la suite d'instructions. Donc, calculer le temps qu'il lui faudra pour exécuter le programme. La temporalité de la machine, c'est la temporalité à rebours, le temps qui reste. Et c'est ce temps-là qui est tout de même de plus en plus souvent imposé à l'humain dans ce système, face à nos écrans, assis derrière des vitres. Et je n'ai pas là un propos de condamnation. Je n'ai pas là du tout un propos technophobe. On l'a dit, j'ai travaillé beaucoup sur Simondon et sur la question de la technique. Et je suis moi-même fasciné et très bricoleur, fasciné par la matière. Et je pense que l'opposition entre écologie et technologie est typique du XXe siècle et que si l'on veut penser aujourd'hui les transitions, il faut penser par-delà l'opposition entre écologie et technologie. Mais enfin, il faut rappeler que le système dans lequel nous vivons est une création humaine, une création technique, dont il faut dire aussi qu'il est façonné et qu'il est traversé par des forces d'un genre tout à fait nouveau. Pour décrire les forces qui transforment notre système, je vais employer un néologisme qui est le néologisme de ultra-force. Ultra-force, qui vont me permettre de décrire les forces de la financiarisation, les forces que représente Google, que représente Amazon, que représentent les 18 grandes banques systémiques qui agissent sur cette planète. Toute une série de forces, il faut le dire. Ce ne sont pas juste des entités. Elles existent par leur action, par leur pouvoir de transformation.
Et la grande nouveauté, qui est une nouveauté qui a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui est une nouveauté assez jeune finalement, c'est que nous sommes confrontés à des forces qui ne sont plus locales, je dirais. Dans le monde d'avant le technocapitalisme, on pouvait dire ce qui était une force physique, ce qui est une force psychologique, ce qui est une force institutionnelle. Pensez à Google. C'est une force psychique, c'est une force sociale, c'est une force politique, c'est une force qui a des conséquences environnementales, c'est même une force qui a des conséquences biotechnologiques, puisqu'on sait tous les investissements de Google dans le transhumanisme. C'est donc une entité dont on peut dire que la perception humaine ne suffit pas à en prendre la mesure. C'est pour ça que je parle de ultra, comme on parle de l'ultraviolet, au-delà de la perception humaine. Je crois que nous faisons face, nous sommes en contact permanent, pour le meilleur et pour le pire, avec des ultra-forces, vis-à-vis desquelles, évidemment, la question politique se pose directement. Je ne sais pas vous, mais moi, dès que je suis en contact d'une force que je ne connais pas, je cherche tout de même le rapport de force. C'est humain, c'est presque physique. Face à une force, vous vous dites, tiens, comment entrer en contact? Face à ces ultra-forces, nous savons que quelque chose comme un anti-rapport existe. À l'échelle individuelle, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, il est impossible d'avoir quelque chose comme un rapport de force avec Amazon, avec Google. Peut-être à l'échelle européenne, oui. Et entre la nation et la globalisation, je pense qu'il faut tenir à l'Europe. Elle est tout de même un niveau intermédiaire extrêmement important. Mais enfin, face à ces forces, face à ces ultra-forces, on sent bien qu'il y a une crise politique et une crise de l'action politique. Comment faire? Que faire? C'est un vrai rapport, un vrai problème qui me fait dire que ce dispositif, aujourd'hui, s'impose comme un nouveau destin. S'impose comme un nouveau destin. Le mot est un mot assez fort. Ce qui, originairement, relève de la catégorie du destin, c'est la nature. C'est la puissance de la nature. Ce qui ne dépend pas de nous, d'abord et avant tout, c'est la puissance de la nature. Épictète, dans son manuel, dit, si tu veux être heureux, fais la distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements, tes perceptions, les mots que tu utilises. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le temps qu'il fait, les cycles de la vie, l'humeur de ton voisin, la politique, ton corps. Tout cela, tu serais fou de trop t'en occuper. Et il dit même, Épictète, que si un sage est sur un bateau en Méditerranée et que si ce bateau vient
à chavirer, eh bien, la seule chose que le sage doit faire, c'est remercier Zeus d'avoir vécu et se noyer sans trop jurer, sans utiliser de paroles qu'il n'aura plus le temps de regretter. Nous, modernes, nous détestons ce destin-là. En tout cas, nous avons mis tout en œuvre techniquement et scientifiquement pour que le bateau ne sombre pas. Nous avons construit des triples coques. Nous avons des satellites avec des routages météo en permanence, des formations des capitaines et de chacun des matelots. Nous voulons que la part qui ne dépend pas de nous soit toujours moins importante. C'est ça, finalement, une certaine noblesse de la modernité. Faire en sorte que, grâce à nos sciences, à nos techniques, à nos institutions, nous maîtrisions toujours davantage de paramètres. Mais par un curieux renversement, qui est la question d'aujourd'hui, eh bien, échappant un tout petit peu, à ce destin naturel, on voit un autre type de destin avoir prise sur nous, qui est un destin humain, mais un destin technologique, un destin qui est d'ordre technoscientifique. La grande difficulté, c'est que le contraire habituel de la force en philosophie est moins disponible qu'auparavant. Quel est le contraire de la force? Lisons Descartes, le contraire de la force, c'est la raison. Là où règne la violence, là où règne l'affrontement des forces, eh bien, le langage, avec son pouvoir de démonstration et avec son pouvoir d'argumentation, peut prendre le dessus. C'est en tout cas la vision classique, c'est la vision philosophique par excellence. Et donc, on pourrait dire, grâce à la raison, il y a moyen de tempérer ces ultra-forces. On sait, depuis notamment les analyses de l'école de Francfort, qu'il y a deux raisons et qu'il y a une raison instrumentale et que les ultra-forces dont je parle sont des forces extrêmement raisonnables, extrêmement rationnelles et que croire que la raison suffit pour tempérer un peu le règne contemporain de la force, c'est utopique. Et c'est là pour la philosophie une vraie difficulté, peut-être aussi une cure d'humilité, que son instrument favori depuis Descartes, la rationalité, ne puisse pas se faire entendre pour calmer le monde des forces, est un événement dans l'histoire de la pensée, qui est un événement tragique pour la philosophie. C'est son bien le plus précieux. Et avec ce bien de la raison, c'est évidemment le langage, puisque c'est la force des mots qui pouvait, dans une discussion, calmer la force. On essaye, mais c'est comme si il y avait une certaine surdité. Alors, la philosophie est riche, évidemment, et à une chose, il y a toujours plusieurs contraires. C'est pour ça que cette discipline échappe à toutes les totalisations. Il y a un autre contraire de la force, c'est la justice.
c'est la justice. Et là, on n'est pas dans la mouvance de Descartes, on est plutôt dans celle de Pascal, qui dit, là où règne la force, j'essaye de faire valoir la justice. Il dit, comme il n'est pas possible que la force soit juste, il faut que la justice soit forte. Qu'est-ce que cela pourrait vouloir dire? Et que dire de cette vie dans les systèmes pour la faire évoluer vers de nouveaux types de liens? Je viens maintenant après avoir décrit cette réalité peut-être un peu claustrophobe, je viens maintenant à quelque chose de plus ouvert. Et cette notion d'ouverture, grâce à la notion de subtil, progrès subtil, j'ai cru nécessaire de l'utiliser lors d'une recherche sur la question du burn-out. J'ai fait toute une étude sur le burn-out. Et je voyais que pour décrire ces souffrances liées au travail, au surtravail, il était nécessaire de faire appel à la notion d'adaptation d'abord. Ce sont les cas de burn-out, souvent des personnes qui s'adaptent au système, toujours davantage, essayent de parfaitement convenir au système. Mais nous, humains, nous ne sommes pas faits uniquement pour nous adapter. Être adapté, c'est un moyen, mais nous cherchons à nous adapter pour nous réaliser. Et les cas de burn-out sont souvent des cas où le passage de l'adaptation à la réalisation de soi ne se fait pas. C'est impossible. C'est aussi, ce cas-là, des cas où il y a un vrai problème lié à la reconnaissance. On en a parlé tout à l'heure de la question de la reconnaissance. Dans le monde du travail et dans les cabinets des médecins, des psychologues du travail, dans les cas de burn-out, on entend toujours assez bien cette plainte, cette revendication. Je ne suis pas reconnu. C'est important d'y réfléchir et on peut avoir la discussion parce que dans le désir de reconnaissance, il y a bien sûr une part personnelle, une part narcissique, mais pas uniquement. Parce que dans le monde du travail, on veut être reconnu par quelqu'un qui connaît le travail. Être reconnu pour une infirmière, par exemple, comme une bonne infirmière, par la boulangère, tant mieux, mais ce n'est pas la question. Par contre, être reconnu par sa collègue infirmière qui dit « Bien joué, c'était difficile, c'est un patient grincheux, mauvais, parfois il a trop mal, et tu as réussi, c'était bien fait. » Ce jugement de reconnaissance, qui est souvent un jugement esthétique, et il y a une grande dimension esthétique dans le travail, il le fait bien, il le fait mal, est un jugement qui soude le collectif. Et quand des individus disent « je ne me sens pas reconnu », ils veulent d'abord dire « je suis seul ». On ne parle pas. Il n'y a pas quelque chose comme un commun dans le monde du travail qui existe. Donc ça, c'est une dimension importante dans la question du burn-out, la question de la reconnaissance. Et puis, il y a une troisième catégorie qui engage notre rapport au progrès.
quand le psychiatre suisse, c'est déformation du lieu, autrichien, Freudenberger, pardon, qui est un psychiatre qui a travaillé à New York dans les années 60-70 et qui soignait des toxicomanes. Le travail impossible, presque. Soigner la toxicomanie. Il était épuisé. Il travaillait jusqu'à 1h, 2h du matin. Et il s'est senti à un moment incapable de continuer à travailler. Il s'est arrêté complètement, le corps arrêté. Il avait une formation analytique et il s'est enregistré pendant des mois et des mois. Et il a cherché par la suite à comprendre ce qu'il avait. Et il a compris que la catégorie de dépression ne pouvait pas rendre compte de ce qu'il avait. Et il a alors eu l'idée de dire « je suis brûlé, I'm burned ». Et le terme a été là utilisé. Alors, son premier livre sur ce cas, il l'a consacré aux médecins, aux infirmiers, aux enseignants, aux professions de l'aide, bref, à tous les métiers de l'humain. Pas les métiers matériels, ni les métiers du business, les métiers de l'humain. Il a dit, ce sont ces métiers-là qui sont difficiles aujourd'hui. Et c'est comme si, il n'en parle pas, mais c'est comme si il faisait un écho à quelque chose que Sigmund Freud a dit. Sigmund Freud a dit, avec la modernité, 3 métiers sont devenus impossibles. Soigner, éduquer, gouverner. Fantastique phrase de Freud. Les 3 métiers impossibles. Impossible parce que non technique. Impossible parce qu'on peut avoir un résultat 100% garanti. Vous pouvez dire, voilà, je fais un pont. Il est 100% garanti pour 20 ans, bon, 50 ans. Vous ne pouvez pas dire, j'ai enseigné cet enfant, j'ai enseigné à cette classe, j'ai réussi. Non. On sait que ce sont des métiers fragiles, les métiers de l'humain, les métiers du soin aussi, le métier de la politique. On n'en connaît pas beaucoup qui disent j'ai 100% réussi, mais plutôt à 50%. Bon, on essaye. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est de se dire que dans ces métiers de l'humain, il y a aussi un rapport au progrès qui est engagé. L'enseignant qui se lève le matin, il cherche à progresser. Tout de même, il cherche à améliorer quelque chose. Il croit en quelque chose. Mais le modèle du progrès de nos sociétés n'est pas du tout un modèle qui peut lui convenir. Notre modèle de progrès, c'est un progrès qu'on peut appeler le progrès utile. Ça, c'est le schéma triomphal, progrès utilitariste. Il a 2 caractéristiques, ce progrès utilitariste. Première caractéristique, c'est qu'il est linéaire, multilinéaire. Vous convoquez mentalement tous les téléphones dont vous vous êtes servi dans votre existence. Vous avez une sorte de lignée phylogénétique de l'évolution du téléphone, presque une lignée simondonienne. Et on peut se dire que cette lignée va continuer. C'est une métaphore du progrès, toujours plus loin. Et en plus, ce progrès utile, et c'est là sa grande force, il fonctionne par capitalisation. Ce qui a été inventé ne doit pas être réinventé. On a inventé le micro il y a longtemps,
traduction des membranes, de vibration de la membrane en modulation d'un signal électrique, il ne faut pas le réinventer pour le perfectionner. Donc, on a un capital de science et de technique toujours plus important sur lesquels on construit toujours plus et toujours plus vite. L'accélération de la connaissance, elle naît là. C'est parce que le capital est de toujours plus important qu'on perfectionne le progrès utile toujours plus vite. Et quand certains disaient « Oh, ce n'est pas normal, on a fait un vaccin en 1 an, alors qu'il y a 30 ans, on avait besoin de 6 ans. Mais en 30 ans, on a une masse de connaissances, de tests, beaucoup plus importante. Donc, il est là le progrès utile. Capitalisation multilinéaire. L'humain qui veut progresser, qui cherche à progresser, il ne peut pas du tout faire confiance à cette image-là du progrès utile, qui est une image d'innovation perpétuelle. Non. Mais il cherche tout de même à progresser. Il y a quelque chose de beaucoup plus cyclique dans le progrès humain. C'est pour ça que j'appelle le progrès subtil. C'est un progrès dans notre art d'être relié. Être relié est un art. La manière dont nous sommes liés à nous-mêmes, la manière dont nous sommes liés aux autres, la manière dont nous sommes liés au monde, la manière dont nous percevons, dont nous regardons. C'est un art. Et on progresse également dans la culture des relations. On progresse dans la culture des valeurs. On peut être relativement peu courageux et puis devenir de plus en plus courageux. C'est une éthique des vertus. Mais progresser dans cette éthique des vertus ne peut pas du tout se faire selon le grand schéma dominant du progrès utile. Je vais aller toujours plus loin dans le courage. Je vais aller toujours plus loin dans l'humour. Non. Il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Il y a quelque chose comme une finesse. No sé qué, yo no sé qué, comme disait Balthazar Gracian, Jean Kelevitch, etc. Et je crois qu'il y a là un thème d'étude. Il y a là un thème d'étude parce que ce progrès subtil nous mène à nous interroger sur la façon dont nous sommes reliés à ce qui nous importe. Ce qui nous importe. Et pour parler de cela, pour parler de ce qui nous importe, il faut complexifier un peu l'analyse de la personne. Tout à l'heure, je parlais du système, de la vie dans le système, assis devant l'ordinateur, sur une chaise, etc. C'est ce qu'on peut appeler le bon petit soldat du système. Et ce n'est pas péjoratif, c'est comment on fonctionne dans le système. Et il faut savoir y fonctionner. Il ne faut pas croire que c'est l'aliénation. Non, il se passe des choses extrêmement importantes. C'est déjà là qu'on gagne sa vie. Économiquement, il faut savoir fonctionner. C'est la partie du moi. C'est le moi. À côté du moi, à côté et cohabitant, et ce que je trouve fascinant dans l'expérience contemporaine, c'est qu'il y a beaucoup de dimensions qui doivent cohabiter. À côté du moi qui fonctionne dans le système, il y a ce que l'on peut appeler le je, le sujet, qui connaît ses ultra-forces, qui voit que le système n'est pas parfait et qui ne sait pas très bien comment faire. C'est le jeu qui, quand il réfléchit, dit Google, Amazon,
moyen, hein. Politiquement, pas trop. Et puis, 3 minutes plus tard, Google, évidemment. C'est celui qui pense une chose et qui fait l'autre, qui aimerait bien complètement changer de vie, puis qui ne change pas de vie. C'est nous tous, souvent, et qui se dit « Ah, mais je suis hypocrite » ou non, inauthentique, non, pas tout à fait cohérent, peut-être, mais c'est le jeu clivé. Moi, j'appelle clivé parce que toujours entre deux chaises. C'est une part de nous-mêmes aussi, ce jeu-là, qui a une conscience politique, mais qui sait bien que ce serait difficile d'être totalement cohérent. Les chercheurs en écologie politique parlent de value gap. Vous pouvez avoir des valeurs, toute une série de valeurs, mais pour les mettre toutes en œuvre parfaitement, difficile. Les environnementalistes prennent l'avion pour aller à leur colloque. Bon, c'est aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas être tout le temps dans une sorte de culpabilité, mais savoir que le jeu, il est fêlé en permanence. Donc, le moi qui fonctionne dans le système, le jeu qui est fêlé, et puis une troisième entité, je pense, qui a aussi en nous, ce serait le soi. En tout cas, ce qui nous importe, ce à partir de quoi on est relié. C'est là qu'une culture des relations, un art des relations prend naissance. Pour savoir ce qu'est véritablement le soi, je pense qu'une bonne question à se poser, c'est la question « Qu'est-ce que l'on aime dans l'autre que l'on aime ?» Pensez à quelqu'un que vous aimez. Normalement, ce que vous aimez dans cette personne que vous aimez, ce n'est pas le fait que ce soit quelqu'un qui fonctionne bien dans le système. Bon, voilà qu'il faut poser des questions. Normalement, ce n'est pas non plus le fait qu'il s'agit d'une personne tourmentée, déchirée entre sa conscience politique et sa vie habituelle. Ce n'est pas le jeu clivé que l'on aime. Non, c'est quelque chose comme le soi, au sens où ce soi est une capacité à aimer, une capacité à être relié. Je ne crois pas que le soi soit quelque chose. Et il y a un très beau texte de Nietzsche qui disait « Attention, jeune âme, tu cherches à te connaître, tu te souviens de Socrate, connais-toi toi-même. Attention, ne descends pas trop loin en toi, croyant qu'habite une vérité cachée. Attention, si tu veux savoir ce que tu es, fais la liste de ce que tu as vraiment aimé jusqu'à ce jour. Fais la liste de ce que tu aimes encore aujourd'hui. Et cette liste dit beaucoup de choses sur ce que tu es profondément. Et c'est très intelligent. Bon, c'est Nietzsche, évidemment. C'est très intelligent parce que cela définit le soi comme une puissance d'être relié. Et finalement, une capacité à évoluer aussi dans notre manière d'être relié. Je vais maintenant faire la pause et après la pause, j'aimerais continuer ce parcours après donc avoir décrit la vie dans le système, montrer ses difficultés avec les ultra-forces, montrer que de manière dominante, il y a cette notion de progrès utile, mais qu'il y a un autre type de progrès. Et je crois qu'une grande partie du défi contemporain est de trouver une compatibilité entre les deux progrès. Moi, je ne crois pas aux postures qui disent « Oh, le progrès utile, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est juste le progrès subtil. » Non, je crois qu'on est vraiment dans des arts de tissage, dans des manières de faire cohabiter les deux.
Mais jusqu'à présent, cette notion de progrès subtil, elle est restée très individuelle. Ça reste le soi. Alors, comment réfléchir sur la manière d'être relié avec une question du nous? C'est ce qu'on va voir avec la notion notamment de qualité, en réfléchissant à cela. Voilà. Merci. Voilà, deux questions donc nous guident. Premièrement, la question de savoir finalement ce qui nous importe, ce qui nous semble important, ce que l'on veut défendre. Et deuxièmement, la question de savoir comment passer de la sphère plus personnelle du soi à la sphère collective du nous. Pour traiter ces deux questions, vous savez qu'en philosophie, on ne répond pas vraiment à des questions. On cherche à formuler ces questions pour qu'elles dégagent le plus de signification possible. Pour traiter ces deux questions, donc, je propose de réfléchir à un concept qui est le concept de qualité. Ce concept est véritablement un concept pour la philosophie, puisque la qualité, nous savons tous ce que c'est, mais dès que nous devons la définir, nous peinons à le faire. Comme le temps, selon saint Augustin, vous connaissez la formule classique, je sais ce que c'est jusqu'au moment où on me le demande. La qualité est de cet ordre-là. Donc, elle a un aspect indéfinissable, véritablement de l'ordre d'un je ne sais quoi. C'est Balthazar Gracián, jésuite espagnol, dans son traité sur l'homme de cour, qui utilise cette expression de no sé qué, le je ne sais quoi, Vladimir Jankélévitch en France va reprendre pour dire à la fois l'indéfinissable, l'ineffable, l'important, ce finalement autour de quoi tourne la poésie, autour de quoi la littérature tourne, s'organise. C'est finalement le centre, mais le centre absent. Le centre absent, le centre qui aimante toute une série d'autres termes. Et la qualité est de cet ordre-là, qu'elle soit d'ordre relationnel. On peut parler de la qualité d'une amitié, par exemple. C'est important. Et finalement, la qualité d'une amitié est quelque chose qui peut donner un sens à une existence. Mais la définir, cette qualité, est extraordinairement difficile. Et peut-être qu'elle échappe par définition, ou elle échappe par sa grande puissance à tous les mots, à toutes les tentatives de la dire. Et pourtant, c'est cela qui importe. Donc, on peut utiliser le concept dans une sphère relationnelle. On peut aussi utiliser le concept, c'est pour ça qu'il m'intéresse ici, dans une sphère plus technique. Il y a un livre qui, comme certains livres, a toute une série de fans qui se reconnaissent tout de suite. C'est le livre de l'américain Persic, dont le titre en français, c'est Le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Je ne sais pas si voilà,
ce livre est un des best-sellers philosophiques. Je crois qu'il l'a envoyé à 132 éditeurs et c'est le 133e éditeur qui l'a édité qui a touché le gros lot parce que c'est un livre qui s'est extraordinairement vendu et c'est un livre qui est extrêmement attachant puisque c'est l'histoire de quelqu'un qui cherche à penser par-delà les clivages classiques entre nature et culture, entre romantisme et technologie, et il cherche à penser par-delà ces clivages avec cette interrogation sur qu'est-ce que la qualité. Au fond, qu'est-ce que la qualité? Lui, en traversant tous les paysages du Montana sur sa motocyclette, réfléchit là-dessus. L'écriture est très belle et c'est une écriture qui est pédagogique également dans le sens généreux du terme parce qu'il explique des parties d'histoire de la philosophie et sa quête de la qualité est presque tragique parce qu'il veut tellement en faire une catégorie au-dessus de tout qu'il devient obsédé, presque fou par cette notion. Sans aller jusque-là, on peut poursuivre cette réflexion, savoir ce qu'est cette qualité au moment où elle est absolument partout dans nos existences. C'est le concept central de l'écologie, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de vie au travail, la qualité d'un produit, la qualité de l'eau qu'on boit. Partout, une série de responsables qualité se déploie. Et ici, le concept est intéressant, est important, c'est qu'il est à la fois typique de la sphère très technologique du contrôle, et puis aussi de la sphère beaucoup plus ineffable de ce qui nous importe. Et dans une tentative pour ne pas cloisonner le moi d'un côté, le soi de l'autre, la technique d'un côté, la nature de l'autre, réfléchir ensemble sur ce concept me semble important, d'autant qu'on peut lui donner le statut d'une sorte de nouvelle figure du bien. Je veux dire ceci, dans nos sociétés, qui sont des sociétés qui cherchent à être, disons, post-idéologiques, ça veut dire, mais on cherche tout de même à s'émanciper d'une série de définitions très idéologiques, et les sociétés qui cherchent à être pluralistes sur le plan des valeurs, partager une seule conception du bien est difficile. En tout cas, dans le discours politique, on ne va pas dire voici ce qu'est le bien, voici une définition du bien qui peut guider nos actions. Alors, de manière plus minimale, peut-être de manière plus consensuelle, on utilise ce vocable de la qualité en disant, eh bien, voici une gestion des affaires publiques de qualité, espérons-le, en utilisant ce terme, alors, qui est parfois un peu creux, mais comme un terme qui est censé mettre tout le monde d'accord. Et à première vue, évidemment, il met tout le monde d'accord. Ce qui est intéressant, et c'est tout de même cela l'exercice de la philosophie, c'est d'ouvrir l'enveloppe, de déplier ce qu'il y a dans le terme et de voir les conflits, de voir les lignes de force. C'est pourquoi je cherche avec vous ce qui peut nous dire de ce qui nous importe. Alors, une première chose pour travailler ce concept, c'est que nous vivons une époque où il est important de sortir
de l'opposition classique entre la qualité et la quantité. C'est vrai que la qualité est un concept finalement pour Happy Few. Et c'est un concept autour duquel toute une série d'esthétiques se sont construites, qui sont des esthétiques du privilège, des esthétiques de la préférence, des esthétiques de la distinction, finalement, en faisant de cette qualité quelque chose comme une bulle réservée, une sorte de cube des qualités. Et de façon rhétorique, en réservant la quantité pour le grand nombre. Rhétoriquement, c'est l'argument ad populum, l'argument ad numerum, comme les rhéteurs le disent. Il est important, évidemment, de sortir de cette opposition. Notre époque est l'époque de la quantité. Chaque seconde sur cette planète, chaque seconde, 3 nouvelles voitures sont produites. Chaque seconde. C'est l'époque des grands nombres. Et là encore, on est dans une réalité qui dépasse véritablement l'entendement. Il faut savoir penser également ce rapport à la quantité et se dire, tiens, mais est-ce qu'il y a une articulation entre les deux notions? Sinon, le risque de la notion serait de créer un nouvel enfermement, une sorte de nouvelle bulle. Pensez la qualité dans son articulation à la quantité. Et puis, la pensée aussi, c'est pour ça que philosophiquement c'est intéressant, de manière post-cartésienne. Finalement, l'histoire de la qualité, elle est celle-ci. La qualité a servi pour parler de ce que l'on ne connaissait pas pendant très longtemps. Pourquoi le feu brûle-t-il? Parce qu'il a une qualité obscure, une qualité confuse, une qualité occulte de brûler. C'est comme cela qu'une grande partie de la science ancienne pouvait parler. C'est la qualité occulte qui permet d'expliquer la puissance d'un phénomène. Bon. Descartes, en 1634, transforme ce savoir ancien en disant qu'il faut faire la distinction entre les qualités premières de l'objet, le fameux U, et les qualités secondes qui dépendent de notre perception, qui dépendent de nos sens, notre goût, la saveur. Tout cela est subjectif, donc tout cela est éliminé par le cartésianisme, comme mis entre parenthèses. Et la science moderne se constitue comme science mathématique sur base de ces qualités. Nous en sommes plus loin, parce que les qualités sensibles, qu'on appelle les qualités secondes, nous les avons retrouvées par notre agir. Le monde que nous transformons est un monde de qualité artificielle. Et très souvent, dans une journée, nous touchons davantage de qualité artificielle que de qualité naturelle. Je veux dire, nous touchons parfois beaucoup plus de plastique que nous ne mettons nos mains dans la terre. Nous touchons davantage de métal que nous ne touchons de flammes ou d'eau, etc. Enfin, l'eau, à nouveau, belle question, qualité naturelle de l'eau, mais transformée, etc. Nous habitons un monde de qualité artificielle. Alors, si le concept est intéressant, à nouveau, c'est parce que c'est un concept qui est, en un sens, politique. Il y a un très beau texte de Hannah Arendt où elle dit, bien sûr,
il y a une partie de l'esthétique qui est individuelle. Mais fondamentalement, le jugement de goût est un jugement politique. C'est-à-dire que le jugement de goût, ce qui nous paraît beau, en l'occurrence, peut faire l'objet d'une discussion argumentée et une civilisation se construit, civilisation, on n'est plus dans le soi, se construit sur base du partage d'un certain nombre de jugements sur ce qui est beau, comme sur ce qui est bien. Mais ici, elle ne parle pas du bien, elle parle du beau. Et de même, le jugement de qualité, le jugement sur la qualité d'une action ou d'un produit est un jugement qui peut faire l'objet d'une série de discussions, et on va le voir, qui a une partie très, très subjective et qui a aussi une partie toujours plus objectivée. C'est pour ça que le concept est important. C'est un concept véritablement carrefour. Finalement, Hannah Arendt dit « c'est le lieu par excellence de l'argumentation ». Ce partage pour savoir ce qui est à notre goût ou pas, ce qui est de qualité. Parce que la chose qui va être produite en tant qu'on cherche à ce qu'elle soit une chose de qualité, elle n'est pas produite individuellement, mais elle est une œuvre sur laquelle une civilisation se bâtit. La pensée de Arendt, pour ça, est vraiment intéressante, parce que c'est une pensée assez matérielle, qui passe par l'œuvre, qui passe aussi par les institutions. Savoir, tiens, l'enseignement dans cette école, est-ce que c'est un enseignement de qualité? Est-ce que ce n'est pas un enseignement de qualité? Là commence la discussion. Et donc là, on échappe à la sphère du soi pour mettre en commun, finalement, pour mettre en commun ce à quoi l'on tient en devant l'expliciter. Et dans bien des cas, quand on cherche, par exemple, au sein d'une entreprise, d'une université, à savoir que peut-être la qualité du pouvoir, peut-être la manière de bien exercer des responsabilités, on peut avoir, c'est le meilleur des cas, une discussion libre sur ce qu'il convient de faire, ce qu'il ne convient pas de faire. Et donc, on a là un passage, c'est le passage que j'essaie de construire, on a là un passage entre une dimension personnelle ineffable et puis la nécessité d'exprimer, la nécessité de mettre des mots sur ce qui véritablement nous importe. Avec cette particularité du concept de qualité, si on le construit comme cela, de prendre en compte tout un réseau. C'est un concept politique, je vous l'ai dit, mais c'est aussi un concept systémique. Si on prend la peine de réfléchir à toutes les lignées qui ont abouti. Par exemple, j'ai un livre de photos devant moi, où je regarde une exposition de photos. Je peux très bien me dire, je regarde uniquement le livre. Je peux aussi dire, et je juge de la qualité des photos. Je peux aussi dire, tiens, mais m'intéresserait d'en savoir davantage sur la démarche du photographe. Il m'intéresserait d'en savoir peut-être davantage sur son rapport au graphiste. Si le graphiste me dit, bon, le livre, il est très bien, mais les relations qu'on a eues, c'était exécrable. On s'est tout à fait disputé et il a été odieux. Ou bien, si on continue à réfléchir, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, sur la qualité du papier, mais aussi sur ce rapport entre
la production du papier, les usines où il a été produit, les produits qu'on a utilisés, etc. À partir du moment où on fait de la qualité une notion systémique, on en fait aussi une notion qui permet de prendre en compte des aspects environnementaux, notamment la qualité de vie au travail, toute une série de concepts connexes qui font que dans notre monde complexe, des lignes peuvent être tissées, des lignes peuvent être analysées pour voir si cette qualité est bien présente ou n'est pas présente. Mais le gros problème, qui est le problème de notre ambiguïté, à nouveau, et tout à l'heure, je parlais du jeu clivé et de ses ambiguïtés. Je pense que cette ambivalence est un fait d'époque, et sans doute que chaque époque s'est pensée selon un type d'ambivalence différent. La nôtre est sans doute de vouloir échapper à une qualité de plus en plus contrôlée, c'est-à-dire à une vie de plus en plus façonnée par le dehors, tout en sachant bien qu'il est bon que les qualités soient contrôlées. Je vais prendre des exemples pour être beaucoup plus clair. Les normes ISO, c'est l'architecture du monde. On les voit très très peu. Mais quiconque s'intéresse à ça, et je trouve ça tout à fait passionnant, ouvre l'encyclopédie du contemporain, de la manière d'ouvrager chaque vis, de la manière d'ouvrager chaque fil électrique, de la manière de contrôler absolument tout. C'est un soft law, c'est une réglementation omniprésente que personne ne voit et qui se discute en dehors des parlements. En dehors des parlements. Pourtant, les choses qui s'y discutent façonnent nos quotidiens, évidemment. On est dans un monde de la qualité très contrôlée. Et quand vous entrez dans un ascenseur, vous êtes très content de voir, enfin, j'imagine, moi je suis toujours content de ça en tout cas, de voir le petit autocollant ISO de la firme qui, avec de juteux bénéfices, contrôle la qualité de temps et temps de process. Et à mesure que la technologisation de nos sociétés avance, elle avance, c'est la question du progrès utile, eh bien, ce contrôle des qualités progresse aussi toujours davantage. Dans 15 ans, dans 20 ans, je pense que le contrôle qualité de l'air, par exemple, dans une ville, sera beaucoup, beaucoup plus poussé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a tellement, ou dans le domaine de l'alimentation, ce sont des domaines vraiment où on cherche à être toujours davantage dans le contrôle. Dans le contrôle. Aussi dans les toilettes. Tout à fait. C'est une excellente... voilà, partout, partout. Si on veut y regarder, ce contrôle est partout. Contrôle que nous n'aimons pas trop, mais que nous déléguons beaucoup, sans toujours bien intervenir démocratiquement, justement, sur ce que l'on contrôle. Mais il est là, et il est parfois là de manière absurde. Deux histoires pour dire cette absurdité, c'est-à-dire cette grande violence du contrôle des qualités parfois sur la sphère humaine. Une première histoire que j'avais lue dans le journal Libération, qui était écrite par un chef cuisinier français qui parlait d'une maison de retraite où une très vieille dame qui savait qu'elle allait très bientôt tirer sa révérence à la vie, disait « Eh bien moi, ce qui me ferait plaisir, et peut-être mon dernier plaisir, c'est un œuf à la coque, avec un peu de sel.
simplement le goût d'un œuf à la coque. Il l'a demandé, évidemment, et le contrôle qualité de la maison de retraite a dit qu'il était beaucoup trop dangereux de faire entrer des œufs à la coque pour des raisons sanitaires dans la maison de retraite, parce que tous les œufs qui pénètrent ne peuvent entrer qu'en tétrapack. C'est évidemment un appel à la désobéissance civile que de lui apporter un œuf en stoelings, comme on dit à Bruxelles, sous le manteau. Bon. Deuxième exemple, c'est pour montrer la transgression. C'est le directeur de la centrale nucléaire au Japon de Fukushima. Il y a un livre qui est paru, qui est tout à fait fantastique, avec les conversations entre le directeur de cette centrale nucléaire juste après le tsunami et le bureau du Premier ministre à Tokyo. Et le directeur de la centrale dit, en gros, j'attends vos ordres, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le bureau du Premier ministre dit, regardez dans les procédures, qui sont des procédures normées, des procédures qualité. Et le directeur de la centrale dit, je suis désolé, il n'y a rien dans la procédure qualité pour le cas d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Regardez quand même dans les protocoles. Et le directeur de la centrale dit, il n'y a rien. Moi, ce que je pense que je dois faire, dit-il, c'est ouvrir toutes les vannes pour inonder la centrale, pour la refroidir. Et dans le bureau du Premier ministre, on lui dit, que dit les procédures qualité? Et le directeur dit, on dit que c'est interdit. Et le Premier ministre, enfin le bureau du Premier ministre dit, si c'est interdit, ne le faites pas. Et puis il y a une sorte de très très long silence. Et avec une certaine violence que l'on peut deviner quand on connaît la mentalité japonaise et son respect de la règle, le directeur de la centrale a raccroché le téléphone, sans doute au grand soulagement du bureau du Premier ministre, et il a inondé la centrale. Il a totalement désobéi en ayant cet effet positif d'alors la refroidir. Vous voyez donc, quand on voit des exemples comme cela, que le monde de la qualité contrôlée est un monde aussi qui peut rendre nécessaire une série de désobéissances, finalement, une série de jugements qui sont des jugements où on dépasse cette normativité importante dans nos sociétés, en sachant que ce sont des moments d'exception, la normativité étant tout de même la règle. Mais à côté de ça, à côté des qualités contrôlées, je pense qu'existent des qualités libres, des qualités à construire, qui sont finalement celles qui ressortent du sens d'une existence. Si la notion de sens et la notion de qualité de vie sont des notions qui peuvent être liées, c'est à partir de cette réflexion sur les qualités libres, qui ne sont pas de l'ordre du prédéfini, mais qui sont de l'ordre du spontané, qui sont de l'ordre également du construit ou de l'ordre de l'œuvre. À partir du moment où cette notion veut dire quelque chose et où la notion de qualité de vie veut dire quelque chose, je crois qu'on peut penser la dimension du nous. Parce que la qualité de vie est une dimension qui prospère quand prospère celle des autres également. La qualité de vie n'est pas une notion tout à fait égoïste.
c'est fondamentalement une notion relationnelle. Et penser cette notion de manière relationnelle, et penser que, sur base de ce que je disais tout à l'heure, lié au progrès subtil notamment, quelque chose de commun est à construire avec une série de discussions qui sont les discussions d'aujourd'hui sur la qualité de l'environnement notamment. Peut-être finalement le lieu où générer à partir de ce qui importe du commun. Voilà un parcours peut-être long sur le système, sur le moi dans le système, sur le sujet clivé, sur le soi, le progrès utile, la culture des relations et finalement cette notion de qualité qui est au croisement de toute une série de forces de notre monde et qui est le lieu sans doute où essayer de penser de manière, je dirais, non binaire. Le grand réflexe de la philosophie, c'est la binarité. Et c'est normal, c'est normal. Dès que l'on pense, on doit opposer. Il y a le moi et le non-moi, le moi et la communauté, le beau et le laid, etc. On est fondamentalement binaire. Mais on sent bien tout de même que face à la complexité de ce que l'on vit, on a besoin aussi de travailler sur des concepts moins binaires où des notions de complémentarité peuvent être travaillées. C'est en tout cas avec ce concept-là, c'était une tentative que j'ai essayé de livrer devant vous cet après-midi quelques réflexions. Merci beaucoup de votre attention et voilà, merci aussi de m'avoir suivi en français. Je tiens pour presque impossible, pour moi en tout cas, de faire de la philosophie dans une autre langue. C'est comme demander à un peintre de mettre des gants pour peindre. On y arrive aussi, mais bon, c'est tout de même moins intéressant. Merci en tout cas de votre attention.